Dans le petit village de Noria, niché entre les collines verdoyantes et une rivière lente qui serpentait comme un ruban d'argent, la vie suivait son rythme depuis des générations. Chaque matin, le soleil se levait derrière les palmiers, étirant ses rayons dorés sur les toits de chaume. Les coqs chantaient, les femmes allumaient le feu pour préparer le mil et les hommes se rassemblaient dans les champs ou au bord de l'eau. Rien ne semblait jamais changer. Les garçons grandissaient pour devenir agriculteurs, pêcheurs ou charpentiers, comme leurs pères avant eux. Ils apprenaient très tôt à manier la houe, à lancer les filets dans la rivière ou à travailler le bois. Leur avenir n'était pas une question, il leur suffisait de suivre la trace tracée par leurs ancêtres. Les filles, elles, fréquentaient l'école primaire puis le lycée du village. Mais dès leur adolescence, on parlait déjà de mariage. La plupart se mariaient à 17 ou 18 ans, rejoignant le foyer de leur mari pour cuisiner, cultiver un petit jardin et élever des enfants. Pour les habitants de Noria, c'était la voie naturelle. Quant aux études supérieures, elles n'existaient pas dans leur univers. L'université était un mot lointain, presque étranger, comme le nom d'une étoile qu'on n'avait jamais vue. Les parents se disaient satisfaits si leurs enfants savaient lire, écrire et compter. Cela suffit, affirmait-il en hochant la tête, car la vie, ici, ne change pas. Et en effet, à Noria, tout semblait immuable. Les saisons revenaient toujours, la pluie nourrissait la terre, le soleil séchait les récoltes, les fêtes rassemblaient les familles sous le grand arbre iroko. Les anciens disaient, la vie est comme la rivière, elle coule toujours dans le même lit. Mais ce calme cachait une attente silencieuse. Depuis quelque temps, un souffle invisible traversait le village. Comme un vent annonçant une tempête au loin, il y avait dans l'air le pressentiment que quelque chose allait arriver, que la vie de Noria ne resterait pas figée pour toujours. C'était un matin éclatant, un de ces jours où le ciel bleu semblait lavé par la pluie de la veille. Les enfants couraient sur la place du village, riant, jouant au milieu de la poussière rouge. Les femmes pilaient le mil, et les hommes discutaient à l'ombre des manguiers. Tout paraissait ordinaire. Mais bientôt, une rumeur parcourut les ruelles. « Ils arrivent » cria un garçon essoufflé, courant du bord de la route. « Qui donc » demanda une vieille femme. « Des gens de la ville. Des étudiants. » Les villageois se tournèrent, surpris. Des visiteurs, à Noria, ce n'était pas courant, et surtout pas des jeunes venus de la ville. Peu après, une file de silhouettes apparut au loin. C'étaient des garçons et des filles, vêtus de vêtements élégants, colorés et repassés, des chaussures brillantes aux pieds. Ils riaient, parlaient fort, tenant dans leurs mains des livres et de petits sacs qu'aucun villageois n'avait jamais vus. Les habitants s'arrêtèrent de travailler. Même les femmes cessèrent de piler, frappant le pilon dans le mortier en suspens. On murmurait partout. Regardez comme ils marchent, la tête haute. Écoutez leur façon de parler, c'est comme de la musique. Avez-vous vu leurs chaussures? Elles brillent comme des miroirs. Les étudiants de la ville souriaient et saluaient. Ils expliquaient qu'ils venaient pour une excursion organisée par leur université. Le mot seul université résonna comme une nouveauté éclatante dans les oreilles des villageois. Tout l'après-midi, les étudiants restèrent à Noria. Ils montrèrent leurs livres, leurs cahiers remplis de mots et de dessins étranges. Ils parlèrent des cours qu'ils suivaient, des machines utilisées dans la ville, de grandes machines capables de construire des maisons en quelques jours, d'autres qui facilitaient l'agriculture. Ils décrivirent les bibliothèques immenses, les professeurs, les salles où l'on apprenait avec l'aide d'ordinateurs. Les villageois écoutaient bouche bée. Les yeux des enfants brillaient d'admiration. Les hommes hochaient la tête, songeurs, et les femmes chuchotaient entre elles. Le chef Bako, l'homme le plus âgé du village, s'avança avec sa canne. Ses yeux voyaient mal, mais il avait encore l'esprit vif. En observant les jeunes citadins, il murmura. « Voilà ce que nos enfants devraient devenir. Voilà l'avenir. » Et tous approuvèrent. Car pour la première fois, une idée germa dans les cœurs. Et si leurs propres enfants pouvaient un jour ressembler à ces étudiants? Le rêve était nouveau, fragile, mais il se répandit comme un feu de brousse. Le soir venu, quand les étudiants repartirent, le village resta éveillé plus longtemps que d'habitude. Sous le grand Iroko, hommes et femmes se rassemblèrent. Les discussions étaient vives. « Nous devons envoyer un enfant à la ville », déclara un jeune père, les yeux brillants. « Mais qui » demanda une mère. « Il faut quelqu'un d'intelligent, de courageux, et digne de porter nos espoirs », ajouta Bako. Un silence se fit, chacun réfléchissant. Puis une voix s'éleva. « Amira !» Les têtes se tournèrent. Amira était une jeune fille de 16 ans. Elle avait des yeux vifs qui semblaient tout remarquer, un sourire qui faisait rire les anciens, et un cœur généreux. On la voyait souvent aider sa mère, porter de l'eau, consoler les enfants. Belle comme le soleil après la pluie, elle n'était pas seulement gracieuse, mais aussi curieuse et avide de savoir. « Oui, Amira », répétèrent plusieurs voix. « Elle est différente. Elle sera notre fierté. » Amira, qui écoutait à l'écart, sentit son cœur battre fort.
L'idée de quitter Noria lui semblait à la fois merveilleuse et terrifiante. Mais dans les regards de son peuple, elle vit une confiance profonde. Les jours suivants furent marqués par une agitation inhabituelle. Chacun voulait participer. Les femmes préparèrent des vivres, ignames séchés, poissons fumés, sacs de mil. Les hommes sortirent les petites économies qu'ils avaient, pièce par pièce, kobo après kobo. Même les enfants offraient de petits cadeaux, une pierre polie, une calebasse décorée. C'était comme une rivière d'amour qui se déversait vers Amira. Les vieilles femmes posaient leurs mains ridées sur sa tête, murmurant des bénédictions. « Sois forte, ma fille. Que les esprits t'accompagnent. Souviens-toi toujours d'où tu viens. » Amira, les larmes aux yeux, acceptait chaque don avec gratitude. Son petit sac se remplissait, mais c'était son cœur surtout qui débordait d'émotion. Le jour du départ arriva enfin. Tout le village se réunit sur la place. Amira, vêtue d'une simple robe bleue, tenait son sac serré contre elle. Les enfants la regardaient avec admiration, les adultes avec fierté et inquiétude mêlées. Quand elle fit ses premiers pas vers le chemin qui menait à la route de la ville, un silence tomba. Puis une voix s'éleva. « Va, Amira. Rends-nous fiers. » Les villageois agitèrent les mains, certains essuyant des larmes. Ils déposaient sur ses frêles épaules le poids de tous leurs espoirs. Amira marcha, son cœur battant, ses pensées bourdonnant d'images inconnues. La ville l'attendait. Elle ne savait pas ce qu'il y attendrait, mais elle savait une chose, elle portait avec elle l'âme entière de Noria. Quand Amira mit pour la première fois le pied dans la grande ville, ce fut comme si elle entrait dans un autre monde. Le chemin poussiéreux de Noria s'effaça derrière elle, remplacé par des routes pavées où des voitures passaient à toute vitesse, lançant dans l'air des rugissements qu'elle n'avait jamais entendus. Les bâtiments s'élevaient, hauts et droits comme des géants de pierre et de verre. Les lumières, même en plein jour, semblaient briller plus fort que le soleil. Amira ouvrait de grands yeux, incapable de tout saisir à la fois. Son cœur battait entre excitation et peur. Dans sa main, elle serrait le petit sac que le village lui avait confié. Chaque pas la rapprochait de ce futur inconnu, chaque pas l'éloignait des visages familiers de Noria. Le premier jour à l'école de la ville, Amira se sentit minuscule. La cour était immense, remplie de centaines d'élèves. Certains portaient des uniformes impeccables, d'autres exhibaient des sacs modernes décorés de motifs colorés. Les voix résonnaient comme dans une ruche. Amira, avec sa robe simple cousue par sa mère, avançait timidement, le regard fixé au sol. Les cours aussi étaient différents. Les professeurs parlaient vite, utilisant des mots qu'elle ne connaissait pas. Des tableaux électroniques remplaçaient l'ardoise et la craie. Amira se sentait perdue, mais elle s'accrochait. Chaque soir, elle reprenait ses notes, répétant les leçons à voix basse dans sa petite chambre éclairée d'une lampe vacillante. Un jour, alors qu'elle levait timidement la main pour répondre à une question, son professeur s'arrêta, surpris par son assurance. Il lui adressa un sourire encourageant. C'était la première fois qu'Amira sentit qu'elle pouvait réussir ici, malgré tout. Amira trouva une amie dans ce nouvel univers, une fille appelée Talia. Curieuse et bavarde, Talia connaissait chaque recoin de la ville. Elle prit Amira sous son aile, lui montra les rues animées, les marchés, les petits stands où l'on pouvait manger à peu de frais. Elle lui apprit aussi comment éviter les quartiers dangereux et comment se débrouiller quand on avait peu d'argent. Grâce à Talia, Amira ne se sentait plus tout à fait seule. Mais malgré cette amitié, le poids de la ville restait lourd. L'argent envoyé par le village était rare. Après avoir payé les frais de scolarité et quelques fournitures, il restait à peine de quoi se nourrir. Amira comptait chaque pièce, achetait du pain sec ou des fruits abîmés pour calmer sa faim. Certaines nuits, elle s'endormait le ventre vide, serrant son oreiller comme pour étouffer le grondement de son estomac. Elle pensait souvent à sa mère, à ses voisins qui avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. « Je ne dois pas les décevoir », se répétait-elle. Ce mantra devenait son armure contre la fatigue et la solitude. Mais le plus dur n'était pas seulement la faim. C'étaient les regards des autres. Beaucoup d'élèves remarquaient sa différence. Ses vêtements simples, son accent, son silence. Certains ricanaient en la voyant passer. « Voilà la fille du village. » Ces mots, d'abord murmurés, devinrent bientôt des railleries. Des filles riaient en se couvrant la bouche de leurs mains manucurées. Des garçons bloquaient parfois son chemin en riant. « Tu n'as pas ta place ici. Retourne dans ton village. » Chaque mot la piquait comme une épine. Amira tentait de garder la tête haute, mais son cœur se serrait. Parfois, elle pleurait en silence le soir, se demandant si elle avait vraiment la force de continuer. La ville lui paraissait de plus en plus immense et hostile. Pourtant, Amira refusait d'abandonner. Elle pensait à Noria, à Bako, à toutes les mains qui avaient posé des bénédictions sur sa tête. Elle devait tenir. Mais la solitude creusait en elle une faille. Même l'amitié de Talia ne suffisait pas toujours à apaiser ce sentiment d'être étrangère, déplacée dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Chaque jour devenait une lutte, contre la faim, contre le mépris, contre le découragement.
Mais au fond de son cœur, une petite flamme persistait. Elle se disait que si elle résistait assez longtemps, peut-être que tout cela finirait par avoir un sens. Cette flamme, pourtant, vacillait déjà sous le vent cruel de la ville. Les semaines passaient, et pour Amira, la vie en ville devenait de plus en plus rude. Chaque jour, elle se battait contre la faim, la fatigue et les moqueries. Mais au fond d'elle, quelque chose s'érodait lentement, sa confiance. L'ombre de l'abandon rôdait dans ses pensées. Elle avait l'impression de se noyer dans un océan de bruit, de visages inconnus et de mépris silencieux. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'école, elle croisa un groupe d'étudiants qui riaient bruyamment au coin d'une rue. Parmi eux, une fille au regard perçant s'avança, Maya. Elle avait l'allure de quelqu'un qui connaissait tous les secrets de la ville, cheveux brillants, vêtements modernes, téléphone dernier cri dans la main. Elle regarda Amira de haut en bas et esquissa un sourire moqueur. « Toi, tu n'es pas d'ici, hein ?» Amira resta muette, baissant la tête. Maya éclata de rire, mais au lieu de s'éloigner, elle posa une main légère sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Moi, je peux t'apprendre comment survivre ici. » Ces mots résonnèrent dans le cœur fatigué d'Amira. Pour la première fois, quelqu'un lui proposait de l'aide même si le ton de Maya était ambigu. Amira accepta de la suivre. Maya emmena Amira dans des lieux qu'elle n'avait jamais vus, des cafés bruyants où la musique battait comme un tambour, des boutiques illuminées où les vêtements semblaient sortir de rêves, des coins sombres où les jeunes se retrouvaient pour rire et s'oublier. Amira observait tout avec fascination et peur mêlée. « Ici, la vie est simple, » expliqua Maya. « Tu veux de l'argent? Tu veux de beaux habits? Tu veux que les gens te respectent? Alors il faut savoir jouer avec les règles de la ville. » Elle sortit de son sac une petite boîte et l'ouvrit discrètement, des pilules colorées, des poudres brillantes. Amira eut un mouvement de recul. « Ce n'est pas pour moi » murmura-t-elle. Maya ricana. « Pas encore. Mais tu verras, ça aide à oublier la faim, la tristesse. Tu veux vraiment passer tes nuits à pleurer dans ta chambre ?» Amira ne répondit pas. Mais la graine du doute venait d'être plantée. Au fil des jours, Amira passa plus de temps avec Maya et son groupe. Ils riaient fort, se moquaient des professeurs, séchaient parfois les cours. Amira, au début, restait en retrait, mais elle goûtait à cette chaleur de groupe qu'elle n'avait jamais ressentie en ville. Avec eux, elle n'était plus seulement la fille du village, elle faisait partie de quelque chose. Un soir, alors que son estomac grondait plus fort que jamais, Maya lui tendit une petite tablette blanche. « Prends. Ça va t'aider à oublier. Juste une fois. » Amira hésita longtemps, les mains tremblantes. Mais la faim, la fatigue et la solitude parlèrent plus fort que sa raison. Elle avala la pilule. Quelques instants plus tard, une sensation étrange l'envahit, son corps se fit léger, ses soucis s'évaporèrent. Elle éclata de rire, comme si un poids immense venait de se détacher de ses épaules. Ce soir-là, elle dormit sans rêve, sans larmes. Mais le lendemain, la réalité la frappa de nouveau. Et avec elle, le besoin de retrouver cette sensation d'oubli. Peu à peu, Amira se laissa emporter. Elle accepta d'autres pilules, d'autres verres offerts par le groupe. Elle commença à manquer des cours, à rentrer tard le soir, parfois sans souvenir clair de ce qu'elle avait fait. Ses cahiers restaient fermés, ses notes chutaient. Son corps, autrefois énergique, se fatiguait vite. Ses yeux perdaient leur éclat. Talia, inquiète, essaya de l'avertir. « Amira, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus la même. Tu te perds ?» Mais Amira, honteuse et piégée, détourna le regard. « Tu ne comprends pas, Talia. Je n'en peux plus. » La voix de son amie se brisa. « Et Noria? Et tous ceux qui croient en toi ?» Ces mots frappèrent Amira comme une gifle, mais elle ne répondit pas. Elle avait déjà trop glissé dans la pente pour s'arrêter facilement. Un soir, seule dans sa chambre, Amira fixa son miroir. Elle vit un visage fatigué, des yeux cernés, une silhouette amaigrie. Elle se demanda, qui suis-je devenue? Mais aussitôt, la peur et la honte l'étouffèrent. Elle pensa à Bako, aux enfants du village, aux bénédictions murmurées. Elle sentit une larme couler sur sa joue. Pourtant, au lieu de chercher la force de se relever, elle prit la petite boîte posée sur la table. Ses doigts tremblaient, mais elle ouvrit quand même le couvercle. Car au fond, même si elle savait qu'elle s'enfonçait, Amira n'arrivait plus à s'arrêter. Quand Amira fut ramenée au village de Noria, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa démarche était lente, son visage creusé, et ses yeux, autrefois pleins de lumière, semblaient éteints. Les habitants du village se rassemblèrent autour d'elle, le cœur serré. Ils avaient confié leurs espoirs à cette jeune fille, et la voir revenir ainsi brisée les emplissait d'une tristesse profonde. Pourtant, derrière leurs regards inquiets, il n'y avait ni colère ni rejet. Seulement une immense compassion. Assise devant la hutte de sa mère, Amira baissait les yeux, incapable de soutenir le regard des anciens. Sa voix tremblait quand elle prit la parole. « J'ai échoué. Je n'ai pas été digne de votre confiance.
je me suis perdu. Un silence pesant suivit ces mots. Puis l'ancien, un homme à la barbe blanche et aux mains marquées par le temps, s'avança. Il posa sa main sur l'épaule d'Amira. Tu n'as pas échoué, mon enfant. Tu as trébuché, comme tout être humain. Mais le chemin de la guérison existe pour ceux qui acceptent de se relever. Ces mots percèrent la carapace de honte qui enveloppait Amira. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une petite chaleur renaître dans son cœur. Les jours suivants, le ventre d'Amira s'arrondit. Les villageois comprirent qu'elle attendait un enfant. Certains murmurèrent, mais l'ancien rappela à tous. Cet enfant n'est pas une faute. Il est une seconde chance. Lorsque le moment arriva, les femmes du village se rassemblèrent pour l'aider. La nuit résonna des cris d'Amira, puis du premier vagissement d'un bébé. Lorsqu'on le plaça dans ses bras, elle pleura, non pas de honte, mais de joie. Elle le nomma Amin, ce qui signifie « espoir fidèle ». Ce prénom portait la promesse d'un avenir nouveau. S'occuper d'Amin donna à Amira une nouvelle force. Ses journées, bien que difficiles, étaient rythmées par les rires, les pleurs et les premiers sourires de son fils. Peu à peu, son corps retrouva de l'énergie, et son cœur, autrefois écrasé par la culpabilité, se gonfla de tendresse. Les anciens décidèrent de l'aider à reprendre ses études. Chaque soir, après avoir couché Amin, Amira rejoignait l'école improvisée du village, où un jeune instituteur lui enseignait les mathématiques, la lecture et l'histoire. Elle travaillait avec acharnement, déterminée à montrer à Amin que la chute n'est jamais la fin. « Si je peux me relever, toi aussi tu pourras, un jour », murmurait-elle en caressant la tête de son fils endormi. Au début, certains villageois l'évitaient, encore marqués par les rumeurs de la ville. Mais en voyant son courage, leur perception changea. Amira ne se cachait pas, elle travaillait dur, participait aux récoltes, aidait les plus jeunes dans leurs devoirs. Sa détermination impressionnait. Peu à peu, les mêmes voix qui l'avaient critiquée commencèrent à l'admirer. Un jour, une jeune fille du village vint la voir en pleurant. « Amira, je me sens prisonnière ici. Je rêve d'autre chose, mais j'ai peur de tomber comme toi. » Amira prit sa main et répondit doucement. « Ne crains pas la chute. Crains seulement de ne pas te relever. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre à les transformer en force. » Ces paroles se répandirent dans tout le village, et Amira devint peu à peu un modèle de résilience. Les années passèrent. Amira réussit ses examens et obtint une bourse pour suivre une formation d'enseignante. Elle choisit de revenir à Noria, refusant les propositions de rester en ville. « Ma place est ici », disait-elle. Elle ouvrit une petite école, où les enfants apprenaient non seulement à lire et à écrire, mais aussi à croire en eux-mêmes. Amin, de son côté, grandissait entouré de l'amour du village. Il connaissait l'histoire de sa mère, mais il la voyait non comme une faute, mais comme une preuve de courage. À ses yeux, Amira n'était pas une femme brisée, mais une héroïne. Ainsi, Amira, autrefois perdue dans les lumières trompeuses de la ville, devint le symbole de la force intérieure et de la seconde chance. Son histoire se transforma en conte que les anciens racontaient aux veillées, l'histoire d'une jeune fille qui avait chuté, mais qui avait trouvé dans l'amour et la résilience la force de se relever. Et chaque enfant qui l'entendait retenait cette leçon. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'absence de faute, mais à la capacité de se relever plus fort qu'avant.